monsieur, préparez les passeports et les chaussures de sport aujourd'hui, parce que c'est parti pour un voyage survitaminé aux quatre coins du monde. Cette semaine, à l'approche du 100e Tour d'Italie, qui aura lieu le 5 mai prochain, c'est du cyclisme, on va s'intéresser au plus grand fléau du monde sportif. J'ai nommé le dopage. On a pris le prétexte de cette manifestation-là. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que le cyclisme qui est touché en France et dans le monde. On a aussi cité l'athlétisme, le football, le tennis, etc. Alors, quels sont les pays les plus concernés? Y a-t-il des sanctions mises en place partout ou alors dans certains pays seulement? Et sont-elles toujours appliquées d'ailleurs? Bonne question, c'est pas sûr. Bref, le dopage ailleurs dans le monde, ça donne quoi? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants. En raison, vous le savez, du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, sur le podium ce matin, voici nos athlètes. Loïc Delamornay, notre correspondant permanent à Londres. En haut à gauche, Marc de Chalvron qui nous donne rendez-vous à Dakar. Et puis Sandrine Mercier, en bas à gauche, que l'on joindra à Barcelone. Et enfin, Nicolas Bertrand qui nous attend, lui, à New Delhi. Allez, tout de suite, direction le Royaume-Uni. Grande nation sportive, vous le savez, très impliquée dans la lutte antidopage. Et pourtant, Loïc, le sport anglais aussi a ses travers et on peut dire qu'il n'a pas été épargné par les affaires retentissantes avec des enjeux financiers énormes. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Bonjour Loïc. Bonjour William, mais en tout cas vous avez raison, sur le papier le Royaume-Uni est une nation très rigoureuse avec tout le sérieux anglo-saxon dans la lutte antidopage. Il y a d'ailleurs ici une agence antidopage officielle réputée très efficace qui s'appelle l'UKAD, l'agence antidopage britannique, et qui fait censément bien son travail. Mais ça n'a pas empêché effectivement un certain nombre d'affaires, de scandales ou en tout cas de doutes importants. Alors le dernier événement sportif planétaire ici, eh bien évidemment ça a été les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Eh bien, on a appris peu de temps après qu'un athlète britannique sur 7 était dopé à cette occasion-là. Alors, dopé de manière légale, de manière médicale. C'était un des athlètes qui avait un problème, une blessure, et donc on avait soigné avec des produits qui étaient aussi des produits dopants. Donc, est-ce que c'était pour de bonnes raisons ou des raisons un petit peu moins avouables? On n'a jamais pu le prouver. En tout cas, ici, régulièrement, la presse britannique se fait l'écho de scandales. Ça a notamment été le cas du Sunday Times, qui a révélé plusieurs choses, notamment des interviews en caméra cachée d'un médecin pas très regardant sur le dopage. Regardez, c'est ce reportage signé par Anto Filippi et Alban Mikosi. C'est le spectacle sportif le plus diffusé en Europe. Le championnat anglais de football. Une industrie avec ses marques, Arsenal, Chelsea, Manchester, Leicester. Le ballon va plus vite qu'ailleurs, dit-on souvent. Tellement vite que le soupçon s'en mêle. Et si les joueurs étaient dopés? Un rapport de la Fédération anglaise de football le reconnaît embarrassé. 40% des joueurs professionnels n'ont jamais subi le moindre contrôle antidopage. L'an dernier, plusieurs médias anglais et allemands ont uni leurs forces pour une enquête explosive. À l'origine, des ordonnances pour des produits interdits. Testogel, un concentré de testostérone. Génotropine, en clair, de l'hormone de croissance. Et d'autres produits qui sont des variantes de l'EPO. Toutes ces prescriptions ont en commun d'être signées par le docteur Mark Bonnard, un médecin des quartiers chics de Londres. Prétextant une fatigue prolongée, un des journalistes lui a demandé un diagnostic, un entretien filmé en caméra cachée. Très vite, le médecin lui conseille des produits dopants avec cet argument censé l'inspirer confiance. Bien entendu, certains des traitements que je prescris sont interdits pour les athlètes. Il faut en être conscient. Cependant, j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'athlètes qui ont recours à ces traitements. Il faut le faire de manière intelligente. Toujours en caméra cachée, le docteur Bonnard évoque 150 sportifs d'élite. Il cite même les clubs d'Arsenal, Chelsea ou Leicester. Des clubs qui démentiront avec la plus grande force connaître ce docteur. Certes, mais rien ne prouve que des joueurs n'aient pas eu recours à ces services de manière individuelle. L'enquête, lancée par la Fédération anglaise de football, s'est arrêtée là. Parmi les autres sportifs cités par le docteur Bonnard, tennis, boxe, cyclisme. Dans le viseur de certains journalistes spécialisés, l'équipe professionnelle anglaise Sky, équipe des vainqueurs Wiggins ou Froome. Ces méthodes d'entraînement reposent sur une discipline de fer, avec un objectif, permettre aux coureurs d'être en forme pour la compétition la plus médiatisée, le Tour de France.
Ses adversaires suspectent une utilisation massive de produits dopants de nouvelle génération, très difficile à détecter. Mais le directeur sportif de Sky parle d'une préparation scientifique. Je donne le meilleur pour mon équipe, pour qu'elle soit entraînée au mieux. Je suis professionnel, je fais tout dans les règles et je ne ferai jamais autrement. Dave Brailsford a dû s'expliquer cet hiver devant une commission parlementaire britannique. Les autorités anglaises, longtemps suspectées de laxisme, semblent désormais prendre la question au sérieux. Un grand programme de prévention a été mis en place par l'agence antidopage britannique. Tous les sportifs, peu importe la discipline, peuvent se doper dans un moment de faiblesse. Que ce soit après une blessure, pour se maintenir au niveau, à cause d'une pression parentale ou d'un entraîneur aux mauvaises intentions. Notre travail et celui des fédérations nationales est d'identifier ces moments et d'agir de façon préventive. En plus de la prévention, la Fédération anglaise de football a annoncé qu'elle doublera ses contrôles pour la saison 2017-2018. Oui, bien sûr. Bien sûr, on met ça au lendemain. Alors, Loïc, il y a un truc qui est bizarre quand même. On l'a vu dans votre reportage. L'enquête sur ce médecin, qui est un adepte des produits dopants, a été abandonnée. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement, William, parce qu'on reste dans un état de droit et il n'y a pas eu suffisamment de preuves, selon la justice, pour aller au procès et évidemment à une condamnation. Et puis, tout simplement, alors, d'autres spécialistes disent que c'est des raisons moins avouables, mais tout simplement parce que là aussi, même au Royaume-Uni, il y a un tabou énorme lié aux enjeux financiers. Vous l'avez vu dans le reportage, le football anglais, la Première Ligue, c'est un enjeu financier gigantesque. Est-ce que vous savez quel est le prix des droits TV pour retransmettre les matchs ? Eh bien, je vais vous le donner, c'est 6 milliards d'euros. C'est ce qu'a dépensé la chaîne Sky, qui s'occupe aussi, donc, qui a aussi son équipe de cyclisme, vous l'avez vu, mais la chaîne Sky a dépensé 6 milliards d'euros pour la retransmission des droits du championnat de Première Ligue pour 3 ans. Ça vous donne l'enjeu, la mesure des sommes financières qui sont en jeu. Autrement dit, on achète le silence. Est-ce que d'autres affaires ont éclaboussé le monde du football anglais, en dehors du dopage ? Oui, il y a d'autres affaires et on est en plein dedans, si j'ose dire, William. Alors, il y a une affaire qui traîne depuis quelques mois maintenant. Vous en avez déjà entendu parler. On en a même parlé ensemble. Cette affaire, ce scandale de la pédophilie dans le milieu du football anglais, qui remonte aux années 70. Selon la police britannique, des centaines, peut-être des milliers de victimes, des jeunes enfants, des jeunes joueurs dans des clubs britanniques auraient été abusés sexuellement. Donc, on parle de milliers de victimes. Et la police précise qu'il s'agit peut-être pas seulement du foot, mais d'autres sports. Et puis, il y a un autre scandale qui vient de naître cette semaine, donc on est pile poil dans l'actualité, tout un scandale a priori d'évasion fiscale dans le milieu du football britannique, mais qui pourrait peut-être concerner des joueurs français qui jouent sous les couleurs de clubs britanniques. Il y a eu une descente de plus de 180 enquêteurs du fisc britannique qui ont été aidés aussi par une trentaine de policiers français. Donc on est au milieu de cette affaire-là, on attend les suites de l'enquête. Donc, à suivre, et on se reverra pour ça au moins. Merci beaucoup, Loïc. À très bientôt dans Télématin. Bonne journée. Allez, direction Dakar, on nous attend Marc de Chalvron. Alors, au Sénégal, vous allez voir, il existe une autre forme de dopage, je dirais plus, traditionnelle. Vous allez voir que la potion magique de Panoramix, chez nous, a de la concurrence, là-bas, et à chacun son druide. Ici, ça s'appelle un marabout au Sénégal. Mais ça concerne surtout un sport en particulier, vous allez voir. Marc, bonjour. Oui, bonjour William, et on va parler de lutte parce que c'est vraiment le sport numéro 1 au Sénégal, peut-être même devant le football. Les combats de lutte déchaînent des passions absolument considérables dont vous n'avez pas idée à Paris, et tout est bon évidemment pour aider les athlètes à gagner. Alors nous sommes intéressés plus particulièrement à la lutte traditionnelle qui se pratique dans les villages les plus reculés du pays, et notamment dans le Ciné Saloum. C'est là où nous nous sommes rendus, et dans ces zones, il n'est pas question de créatine ou d'EPO, mais les athlètes se font aider d'une manière, vous allez le voir, assez particulière. On va parler de dopage mystique. Les athlètes ont recours au marabout. Alors ce n'est pas de la triche, c'est la règle, la tradition. Regardez ce reportage d'Antoine Husser, Sylvain Barral et Papsec. C'est un grand jour dans la région. Jour de tournoi de lutte traditionnelle. Après des semaines d'entraînement musclé, pour Lamine et ses amis, ça se termine par un dernier crochet indispensable chez le marabout du village. Entrons. Abdoulaye le marabout
met une ultime touche aux potions spécialement préparées pour les combattants. Prononce ton nom. Quelques incantations, des mixtures à base de plantes médicinales, on consulte les esprits pour attirer les bonnes grâces et concocter la potion magique. Va te laver maintenant. Lamine suit ce rituel avant chaque combat important. Il doit s'enduire le corps de ces préparations dont les secrets se transmettent de père en fils. Il faut suivre un ordre précis, s'en remettre aux prières du marabout pour se prémunir des mauvais sorts de ses adversaires. Il y aura des milliers de personnes qui te voient, qui parlent de toi. Tu vois des gens qui te disent « Oh, regarde le lutteur, il est très musclé, il est très travaillé. » Il faut se méfier des mauvaises paroles et des mauvais yeux. C'est la plus grande crainte du lutteur qu'il soit marabouté, ne puisse développer sa puissance. Alors, comme souvent dans ces régions, on s'en remet aux plantes et aux esprits bienveillants. Quand tu te laves avec et que tu vas au combat, ça te renforce. Et les mauvais sorts ne peuvent pas t'atteindre. Lamine repart du village avec ses amis et la protection des anciens. À quelques minutes du combat, l'atmosphère se tend petit à petit. Les tam-tams accompagnent les griots qui entament des danses et des chants là aussi mystiques. Un peu à l'écart, Lamine se part de ses derniers fétiches. Chacun a ses secrets? Oui. On ne dit pas les secrets? Des petits cailloux, encore quelques gris-gris sont insérés dans le pagne. De nouvelles ablutions. Et Lamine est enfin prêt à rentrer dans l'arène. Là aussi, il faut boire l'eau de la terre, effectuer quelques pas de danse guerrière. L'organisateur du tournoi connaît bien l'étrange rituel des combattants. Il y a des gris-gris, des talismans, des écritures maraboutiques, des arabesques, etc. Il faut avoir un arsenal mystique pour se protéger de ce mauvais sort. Le sport peut enfin commencer. Pour l'emporter, les athlètes doivent faire chuter leurs concurrents sur le dos. Lamine en est persuadé, c'est grâce à la puissance de son marabout, plus fort que celui de son adversaire, que cette fois il a pu vaincre. C'est pas comparable. J'ai plus de force que lui. Il évitait le combat. Avec leurs traditions ancestrales, les lutteurs sénégalais, comme de nombreux sportifs, sont bien loin de vouloir abandonner ce petit truc en plus pour espérer gagner. Alors, Marc, contrairement aux autres formes de dopage dont on a parlé déjà et dont on va reparler, celle-ci est comment dirais-je, autorisée au Sénégal. Et oui, William, mais il faut bien insister sur ce point. Le dopage mystique, ce n'est absolument pas de la triche, c'est la tradition et cela fait partie du jeu. En revanche, oui, il y a du dopage plus classique dans la lutte sénégalaise, tout simplement parce que c'est un sport qui brasse des sommes énorme à l'échelle du Sénégal. Imaginez un peu un grand combat ici à Dakar peut générer jusqu'à 150 000 €. C'est absolument considérable et donc il y a des dérives. On peut trouver par exemple de la créatine ici dans les pharmacies en vente quasiment libre et les athlètes y ont recours. On a vu des athlètes changer physiquement du tout au tout en quelques mois à peine pour devenir des monstres de muscles. C'est une inquiétude et ce d'autant plus qu'il n'y a quasiment pas, voire aucun contrôle à l'échelle du Sénégal et donc les athlètes s'abîment la santé d'une part et puis la compétition est faussée. C'est à celui qui se dopera le mieux et pas seulement d'un point de vue mystique. Alors, à travers ce que vous dites, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas valable uniquement pour le Sénégal. J'imagine que les autres pays d'Afrique ne sont pas épargnés par le dopage. Et non, loin de là, l'Afrique n'est pas épargnée. Ce qui se passe ici au Sénégal se passe sur le reste du continent. Et on pense aux athlètes, aux marathoniens d'Afrique de l'Est et plus particulièrement aux Kenyans. Il y a eu encore un cas de dopage retentissant. La récente championne olympique du marathon aux Jeux olympiques de Rio a été contrôlée positive à l'EPO et il y a eu plusieurs cas de dopage assez récemment qui ont concerné ainsi des athlètes kenyans à tel point que ce pays avait été menacé d'interdiction pour les derniers Jeux olympiques au Brésil. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, le dopage, la pratique du dopage est favorisée par l'absence quasi totale
de contrôle au niveau des fédérations locales. C'est un boulevard pour le dopage, à petite ou à plus grande échelle. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. Dans Télématin, bien sûr. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que les produits dopants, hélas, se répandent de plus en plus sur Internet. C'est un marché particulièrement nocif et c'est très juteux, je suppose, Julia. Oui, vous supposez bien. Une récente étude montre que l'offre des produits dopants dangereux est en très forte croissance sur Internet. Le nombre de sites proposant ces produits sans ordonnance a augmenté de 125% en un an. C'est énorme, c'est inquiétant parce que nocif et très dangereux. Il faut savoir en plus que ça ne concerne pas que le sport professionnel, mais aussi le sport amateur. Beaucoup vont aller sur Internet pour trouver des produits et le manque de contrôle masque l'importance du phénomène. Et puis, on parle des spécificités numériques, William. Et du coup, il faut savoir que le dopage s'est installé aussi dans le e-sport, ce qu'on appelle le sport électronique, les jeux vidéo. L'importance des gains aujourd'hui amène les participants à la tricherie. Et là, c'est un énorme fléau qui a été pris heureusement au sérieux par la Ligue internationale des sports électroniques qui aujourd'hui va pratiquer au même titre que dans les sports normaux des tests antidopage. Oui, il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas que sur le e-sport, ça demande des heures et des heures devant un écran. En fait, alors ça n'en finit pas. Exactement. Voilà, c'est pour ça. Alors, c'est pour ils prennent des amphétamines pour rester concentrés, pour tenir vraiment plus longtemps. Est-ce qu'il y a une lutte parallèlement anti-dopage alors sur Internet ? Oui, évidemment. Vous avez le site officiel de l'Agence française de lutte contre le dopage. L'engagement de cette agence, c'est vraiment la passion du sport, la préservation de ses valeurs. L'idée, c'est de garantir l'équité des compétitions et la santé des sportifs. Et sur ce site, vous avez cet outil que vous voyez là, qui est juste un petit moteur de recherche sur lequel vous allez pouvoir taper le nom de n'importe quel médicament ou substance sur laquelle vous pourriez vous interroger. Et vous allez pouvoir tester tout de suite, le site va vous répondre. Et vous avez un hashtag très important, William, qui s'appelle le hashtag coup de sifflet. Alors le coup de sifflet dans le sport, c'est un objet commun à tous, qui est là un petit peu pour symboliser le rappel à l'ordre, le mécontentement. Et bien, sous ce hashtag, les internautes, les gens partout peuvent signaler des comportements abusifs. Alors on parle de dopage, mais c'est plus général. C'est aussi le sexisme, le racisme, l'exclusion, les dérives des supporters, les paris, la triche en ligne. Tout ça, vous pouvez le dénoncer sous ce hashtag coup de sifflet. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Allez, changement de décor. Direction Barcelone maintenant. Et s'il y a bien un domaine où l'Espagne se démarque, c'est le sport, dans plusieurs disciplines très variées. C'est le pays qui est on peut dire, une usine à athlètes. Mais pour ce qui est de la lutte anti-dopage, alors là, ça, c'est pas gagné. Hola, Sandrine. C'est bien ça ce que je dis ? Bonjour William, effectivement l'Espagne reste le pays des champions et des médailles. En revanche, elle ne brille pas dans la lutte antidopage. C'est même un des plus mauvais élèves au monde. L'an dernier, l'Espagne a été déclarée pays non conforme au code mondial antidopage. Allez, je vous emmène à Pinto, en banlieue de Madrid. Mettez votre maillot jaune, car là-bas, Alberto Contador reste la gloire de tout un pays. Ici, Alberto Contador a donc son rond-point et un gymnase à son nom. Mais le double vainqueur du Tour de France a surtout des supporters qui le défendent envers et contre tout, même quand leur champion est suspendu 2 ans pour dopage en 2012. On l'a toujours soutenu. On a suivi toute sa brillante carrière de cycliste et ici, tout le monde pense que la sanction était injuste. Des mensonges. En Espagne, on l'a très mal vécu et à Pinto, pire encore. Pour défendre leurs cyclistes, les habitants sont à l'époque descendus dans la rue, au cri de « innocent ». Quant à la mairie, elle lui a remis le titre de fils émérite de la ville, juste après sa condamnation. Pour nous, depuis le début, on croit en son innocence. Il nous le prouve jour après jour, avec son sens de l'effort. Et quand Alberto Contador se présente devant la presse pour s'expliquer, il est acclamé par les journalistes espagnols. Grand public, politique, journalistes, pourquoi l'Espagne ferme-t-elle les yeux sur les écarts de ses champions ? Jusqu'en 2007, le dopage n'était pas un délit dans la loi espagnole. Mais un scandale va tout changer, l'affaire Puerto. En 2005, la police découvre plus de 200 poches de sang et des médicaments au domicile du docteur Fuentes. Un procès s'ouvre, le docteur est condamné à 1 an de prison avec sursis. Il sera finalement blanchi 10 ans plus tard.
Carlos Arribas a suivi l'affaire pour le journal El País. Cela a été terriblement frustrant. On ne saura jamais quels sportifs ont été impliqués dans cette affaire et à qui appartenaient ces poches de sang. Dans une autre affaire, l'une des patientes du docteur Fuentes a, elle, dû rendre ses médailles. C'est la star de l'athlétisme espagnol, Marta Domínguez. En 2010, la police découvre chez elle des produits dopants et un calendrier de dopage. On peut voir qu'elle a fait des transfusions, pris de l'EPO et des anabolisants. Pourtant, la fédération espagnole ne la sanctionnera pas. C'est la fédération internationale, à travers le tribunal arbitral du sport, qui l'a sanctionné, pas l'Espagne. C'est une façon pour la fédération nationale de protéger ses grands champions. Car ici, l'argent des médailles de leurs athlètes est trop important. Depuis ces scandales, la loi espagnole a changé. Les sportifs dopés encourent désormais 4 ans de suspension. Selon le directeur de l'agence espagnole antidopage, l'affaire Puerto a servi de leçon. On peut être poursuivi pénalement aujourd'hui. Donc pour un médecin, c'est plus risqué, plus dangereux s'il est découvert, car il risque la prison. Ces derniers mois, les opérations de police antidopage et les arrestations se sont multipliées. Au pays où le sportif est roi, la roue est peut-être en train de tourner. Peut-être, c'est pas sûr. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. Alors, retour dans les hexagones maintenant avec Grégoire Tournon, le sportif maison, ici à Télématin. On va poursuivre notre enquête sur le dopage. Et pour commencer, Grégoire, bonjour. Bonjour. Quelle est la définition exacte du dopage ? Alors, le dopage, c'est l'utilisation de produits ou de procédés de nature à modifier les capacités physiques d'un athlète, d'un sportif, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Alors, le mot dopage viendrait du terme dope. En fait, c'est une boisson alcoolisée qu'utilisaient les guerriers zoulous pour augmenter leur prouesse au combat. C'est apparu dans notre langue au début du XXe siècle. On parlait de doping, on en parle encore en Angleterre, nous on dit dopage, doping, et c'était surtout dans le milieu des courses hippiques. D'accord. Alors ça c'est pour l'origine. Et la lutte anti-dopage, ça remonte à quand ça ? Alors déjà, l'homme a toujours cherché à performer, être le meilleur. Donc on dit que pendant l'Antiquité grecque, les lutteurs, les lanceurs et boxeurs ne mangeaient plus que de la viande de taureau avant les Jeux Olympiques. Beaucoup plus proche, mais encore un peu loin pour nous, 19e, 20e siècle, on commence à prendre des cocktails à base d'alcool, de vin et de cocaïne. Après la Seconde Guerre mondiale, ça devient chimique. Le dopage devient chimique. Il y a des accidents qui se multiplient, notamment sur le Tour de France. Et l'action antidopage date réellement des années 60. Les JO de Rome, il y a un mort, un coureur danois, Knut Hennemark Jensen, qui décède à l'issue de la course. On découvre sur lui des traces de produits dopants. Et c'est là que le CIO, le Comité international olympique, décide de mettre en place des tests contrôle antidopage, sauf que ça ne se fera que 8 ans plus tard au JO de Mexico. Il faut quand même savoir que la France est le premier pays à avoir légiféré en la matière en 1965. Mais du coup, est-ce que déjà à l'époque, ils ont produit une liste de produits dopants interdits ? C'était pas encore tout à fait. En 1965, oui, sauf que la lutte a été un peu compliquée. Il fallait faire des tests. Voilà. On ne savait pas trop ce qu'ils prenaient à l'époque. Parmi ces produits interdits, il y a plusieurs façons de se doper, je suppose. On peut les injecter, on peut les manger, on pouvait faire ce que vous voulez en fait avec ces produits dopants. Le souci des produits dopants, c'est qu'en fait ils sont très très nombreux. C'est le souci pour pouvoir remettre chaque année à jour la liste des produits par l'Agence mondiale antidopage. Alors il y a un top 3 quand même des produits les plus utilisés, William. Il y a les stéroïdes anabolisants, ce qui vous permet de prendre de la masse musculaire et d'être plus performant, tout court. Il y a ensuite les stimulants avec les amphétamines, par exemple. Alors là, vous oubliez les sensations de faim et de fatigue. Vous êtes plus concentré, plus endurant. Et il y a l'EPO qui existe encore. En fait, ça fait partie des hormones. Ça apporte au corps un petit peu plus que ce que le corps n'a déjà. Par exemple, des globules rouges. On en a de l'EPO, oui, on en a. Mais les globules rouges, ils augmentent et ça augmente l'oxygénation du sang. Ah d'accord, c'est ça, c'est l'oxygénation du sang. Bon, quels sont les sports les plus touchés ? Parce que là-dessus, ça varie un peu. Il y en a qui se plaignent, ici en France, notamment les cyclistes professionnels et ceux qui les entourent, en disant « Ah, c'est toujours nous ». Parce qu'ils sont très surveillés. Alors, l'Agence mondiale antidopage a sorti son rapport de l'année 2015. Alors, 1900 violations règles antidopage. Il y a 122 nationalités qui sont concernées, 85 disciplines. Le mauvais élève, c'est le bodybuilding. Vient ensuite l'athlétisme. Après, il y a l'haltérophilie et le cyclisme. Bodybuilding, quoi, bodybuilding, la gonflette. La gonflette, exactement. Et pour les 3 sports, athlétisme, haltérophilie et cyclisme, William, il faut savoir que ce sont les sports les plus surveillés. Donc, il faut relativiser parce que forcément, les ratios ne sont pas les mêmes. Il y a 2 fois plus, voire 10 fois plus de contrôle sur ces sports-là. Ah, bien sûr. Il n'y a pas le foot, il n'y a pas le tennis là-dedans. Pas dans le top 3, en tout cas. Pas dans le top 4. Alors, est-ce qu'il y a des pays où on se dope plus que dans d'autres ?
des pays où ils se font plus attraper que d'autres. Voilà. Alors, la Russie est le pays qui a eu le plus de violations de règles antidopage. Vient ensuite l'Italie avec pour la moitié dans le milieu du cyclisme. Oui. L'Inde est en 3e position et là, 50% des sportifs positifs, ils viennent du monde du bodybuilding, dont de la gonflette, on l'a dit. Et la France est 4e de ce triste podium. Oui, mais une fois de plus, il faut relativiser parce qu'il y a des pays plus ou moins conformes à la lutte antidopage. Il y a des pays là, qui sont on arrive largement en tête de l'Europe. Non, on est en 2e position. 2e position, mais parce qu'on est très surveillé. Chez nous, c'est plus qu'en Espagne, apparemment. Apparemment, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Mais certains sportifs trouvent toujours de bonnes excuses. C'est pas ma faute, vous avez déjà entendu ça, j'ai été dopé à l'issue de... etc. Ou alors, ce que j'ai pris là, c'est un produit pour soigner ma grippe, etc. C'est un peu ça. Il y a plein d'excuses farfelues. On va retenir celle du tennisman Petr Korda, tchèque, dans les années 90. Il a été chopé avec des anabolisants et il a dit en fait qu'il avait mangé trop de veaux aux hormones. Mais bon, l'enquête a conclu qu'il aurait dû manger 40 veaux par jour pendant 20 ans pour atteindre le taux auquel il s'est fait prendre. Voilà. Les sanctions disciplinaires vont du simple avertissement à la radiation à vie. Et je ne parle pas des sanctions financières. Il faut savoir que les tests antidopage, les produits qui sont, en tout cas les échantillons, sont gardés pendant 10 ans. Ceux qui sont pris pendant les JO pendant 10 ans. C'est-à-dire que si vous êtes un tricheur, 10 ans après, vous pouvez encore vous faire attraper. Par exemple, l'année dernière au Tour de France, imaginons, il y a un athlète, on a fait une analyse sur lui après le Tour, on garde. Il y a une suspicion. Il y a 2 échantillons, un A, un échantillon B, et on les garde. On garde. Si, dans les 4 ans qui viennent, les méthodes ont évolué et ça nous permet de détecter certains produits. On peut retourner à ce produit qui a 4 ans. Exactement. Alors c'est surtout sur les JO, ça se passe surtout sur les Jeux Olympiques. Et on peut déclasser, c'est pour ça qu'il y a des athlètes qui se font prendre sur les JO de Pékin, sur les JO de Londres, et à qui on enlève leur médaille et qu'on sanctionne. D'accord. Merci, Grégoire. À très bientôt. Alors, pour la dernière escale du jour, direction New Delhi, où nous attend Nicolas Bertrand. Vous avez entendu dans le palmarès, entre guillemets, dont vient de nous parler Grégoire, si l'Inde ne brille pas par ses performances sportives, vous allez voir qu'en matière de dopage, elle s'est fait une jolie place sur le podium. Nicolas, la situation paraît inquiétante, mais comment on en est arrivé là? Bonjour. Bonjour William, pour vous répondre, je vais tout d'abord vous poser une question. Pouvez-vous me citer le nom d'un athlète indien qui a réussi dans sa discipline ces dernières années? Non, probablement pas, et ne vous inquiétez pas, car en fait en matière de sport, le géant indien est plutôt un nain. En fait, le pays a le pire palmarès au monde au niveau des Jeux Olympiques, avec une seule médaille d'or remportée ces 30 dernières années. Pourquoi ce palmarès aussi maigre? Eh bien, une des raisons, c'est le dopage qui est généralisé dans le pays. Il est omniprésent, à tel point que quand les athlètes sont privés de leurs produits dopants, qu'ils se rendent dans les compétitions internationales, eh bien, leurs résultats sont tout à fait catastrophiques. Plus de 100 athlètes indiens sont enregistrés comme dopés chaque année. Et encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car le dopage touche aussi les amateurs en Inde, jusqu'aux étudiants qui vont présenter un examen de sport à l'école ou aux futurs policiers qui doivent présenter un test physique de recrutement. Le dopage est partout, nous l'avons prouvé en caméra cachée. Regardez cette enquête, elle est signée Nabodita Kumari, Alexis Fischer, avec un commentaire de Géraldine Lassalle. Non au dopage! Oui à la vie! Ancienne championne de marathon, Sunita Godara ne court plus désormais en compétition. Ce dimanche matin, elle sensibilise les jeunes au danger du dopage, une menace omniprésente en Inde. J'ai moi-même entendu un entraîneur dire à un champion de niveau régional que pour arriver au niveau national, il devait faire des injections. Je me sens responsable et je dois leur dire que ceux qui leur disent ça leur mentent. Et dans le groupe, certains ont déjà été confrontés à ce problème. Il y avait 2 garçons dans mon équipe qui se dopaient. Je les ai aidés et ils ont arrêté. Mais pour ces jeunes sportifs, le mauvais exemple vient de bien plus haut. Régulièrement, les cas d'athlètes indiens testés positifs font les gros titres à la télévision. Avant les Jeux Olympiques de Rio l'année dernière, 2 champions ont été sanctionnés par l'Agence mondiale antidopage. Dans les locaux de l'agence indienne, les dirigeants ne nient pas cette réalité. Le dopage est le plus courant en athlétisme, en haltérophilie, dans la boxe et dans la lutte. Ce sont les sports sur lesquels nous nous concentrons. En revanche, devant notre caméra, ils minimisent le problème et nous avancent des excuses
pour le moins curieuse. Il y a un manque d'informations dans les campagnes. C'est de là que viennent la plupart des athlètes. Ils ne sont pas très au courant que les tests existent et ils utilisent des compléments alimentaires qui n'indiquent pas les substances utilisées et qui viennent des pays étrangers. À 30 km de New Delhi pourtant, ce ne sont pas des compléments alimentaires que nous avons trouvés. L'Haryana est l'un des berceaux du sport indien. Ces jeunes s'entraînent dur pour atteindre leurs objectifs et rêvent peut-être même de participer aux Jeux Olympiques. Lorsqu'on leur demande si le dopage existe autour d'eux, je n'ai jamais vu personne prendre quoi que ce soit autour de moi. Non, vraiment, je ne l'ai jamais vu. Personne ne se dope ici. On prend que des produits naturels. Mais à quelques centaines de mètres de ce terrain de sport, en plein centre-ville, nous nous sommes rendus dans plusieurs pharmacies, en se faisant passer pour un entraîneur et son athlète, voulant augmenter ses performances. En caméra cachée, tous ou presque étaient prêts à nous aider. Elle a une compétition dans 2 jours. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner? Je peux lui donner des stéroïdes. Est-ce que je peux voir les différents produits que vous avez? Et après quelques secondes, les produits arrivent. Voilà ce que j'ai pour vous. Il nous propose de la nandrolone, l'un des stéroïdes les plus connus sur le marché, sans même demander d'ordonnance. Et c'est ce que les sportifs prennent ici? Les boxeurs, les lutteurs? Oui, c'est ce qu'ils prennent tous. Aussi facilement accessibles, ces substances dopantes peuvent alors tenter de jeunes athlètes, avant qu'ils se rendent compte qu'il n'existe pas de miracle pour devenir un vrai champion. Ça c'est terrible ce qu'on vient de voir là. Mais que fait l'agence antidopage indienne? Elle existe pourtant. Est-ce qu'elle fait passer des tests de dépistage, par exemple? Alors sachez que l'agence antidopage indienne indique réaliser 3000 tests par an. À titre de comparaison, en France, un pays qui est beaucoup plus petit, on réalise plus de 5000 tests par an. Et donc oui, l'Inde n'en fait probablement pas assez. Mais sachez que les autorités indiennes en ont marre de cette mauvaise image, ils en ont marre de passer pour des tricheurs et donc ils ont annoncé qu'ils doubleraient le nombre de tests chaque année. Reste à savoir maintenant s'ils vont trouver les moyens financiers, le budget pour réaliser tous ces tests. Et là non plus, ce n'est pas gagné. Nicolas, donc est-ce qu'on peut dire que si l'agence antidopage faisait mieux son boulot pendant les championnats, par exemple, le problème serait résolu? Oui, mais en fait, le problème se situe bien avant cela, bien avant que les sportifs deviennent de potentiels champions, dans les clubs pour jeunes, dans les écoles, dans les universités où le dopage est déjà généralisé. Il n'y a bien sûr pas de contrôle à ce niveau-là et les jeunes sportifs prennent de très mauvaises habitudes bien avant de pouvoir développer toutes leurs capacités, tout leur potentiel. À 16 ou 17 ans, ils prennent déjà des stéroïdes qui sont en vente libre ici, pratiquement partout. Une triste réalité qui empêchera encore probablement l'Inde de briller sur la scène internationale pendant de longues années. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt. Regardez, juste pour terminer cette image, vous avez vu qu'elles courent, ces jeunes filles, sans chaussures de sport, elles sont pieds nus là. Madame, monsieur, fin d'émission, on retourne au vestiaire. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place du dopage, au-delà de nos frontières, dans 4 pays, assez symbolique d'ailleurs. La semaine prochaine, entre autres thèmes, élection présidentielle oblige, on va faire un saut dans le passé et revenir sur les votes décisifs qui ont changé l'histoire de certains pays. Quels sont les scrutins qui ont particulièrement marqué nos voisins, proches ou lointains, et quelles sont les dates qui sont gravées dans la mémoire collective de ces pays grâce ou à cause de certains votes. Pour le savoir, rendez-vous samedi prochain matin. Pour aujourd'hui, c'est fini, mais on se retrouve dès lundi. Ben oui, lundi, il n'y a pas de jour férié pour Télématin, vous le savez sans doute. En attendant, on se quitte avec quelques images de la semaine écoulée. C'est le bonus du jour. Très bon week-end à chacun d'entre vous, et donc à lundi.